Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un moment qu'on s'était pas vu, j'étais pas mal occupé, donc malheureusement j'ai pas eu le temps de faire de vidéo depuis plus d'une semaine, et j'ai aussi dû passer beaucoup de temps sur WoW, le Burning Crusade classique, puisque je suis un foutu addict à certains moments. Du coup je suis désolé, mais moi ça m'éclate. Sinon, on va faire un petit peu le tour des dernières news et précisions qu'on a eues sur pas mal de sujets qu'on avait déjà vus. Il y a du FSR, il y a les fameuses TI qui sont sorties, on va faire un petit peu le tour vite fait, et pas mal d'autres trucs à droite à gauche. On y va, c'est parti. Et donc on commence avec une plutôt bonne nouvelle, c'est que Control est gratuit sur l'Epic Game Store jusqu'au 17 juin. Alors Control, le jeu en lui-même, si vous connaissez pas, c'est le dernier jeu de Remedy, il me semble, qui certains aiment beaucoup, d'autres détestent. Faites-vous votre avis, du coup c'est gratos. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Control, c'est un peu une vitrine technologique du DLSS et du ray tracing en général. Il y a des jeux qui sont très bons au niveau DLSS, d'autres un peu moins. Et au niveau du ray tracing, c'est pareil, il y a des jeux qui l'utilisent très bien et d'autres pas du tout. Ce jeu-là utilise les deux plutôt pas mal. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup d'y jeter un œil. Donc n'hésitez pas, c'est gratuit. Sinon, côté hardware, alors il y a une news qui est passée sur Tech Power Up qui nous indique que Zen 4 et RDNA 3 pourraient arriver à peu près en même temps au dernier trimestre 2022. Alors, ça fait un moment déjà qu'on a entendu dire que Zen 4 avait été repoussé, en grande partie dû à notre malware humain qui nous emmerde bien depuis plus d'un an. Par contre, pour RDNA 3, on a un petit peu d'autres sons de cloche. Il y en a qui indiquent encore que ça devrait arriver plus vite que ce qu'on pense. Là, ici, on nous dit que ça arrivera pour la fin de l'année 2022. Je pense qu'il faudra attendre pour avoir un peu plus d'infos. Personnellement, je tablerais plutôt pour milieu d'année l'année prochaine, donc dans à peu près un an. Donc c'est plus si loin que ça, mais c'est un peu plus tard que ce qu'on espérait il y a quelques mois. Donc bon, on verra bien ce que ça donnera au moment venu. Toujours est-il que pour Zen 4 ou RDNA 3, on attend quand même de grosses montées en performance pour les processeurs comme pour les GPU. Et on enchaîne avec Navi 23. Alors Navi 23, c'est la 6600 XT chez AMD. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau des specs, on se rend de plus en plus compte que c'est une carte vraiment taillée pour le 1080p. Et ce qui est intéressant, c'est que par rapport à ses grandes sœurs, les performances devraient quand même pas mal s'écrouler en 1440 et en 4K. Pourquoi ? Alors il me semble que j'avais déjà expliqué un petit peu ça vite fait, mais sur cette architecture chez AMD, on a un bus mémoire légèrement plus petit que ce que fait la concurrence de façon générale, et pour compenser ce bus mémoire plus petit, AMD a inventé, entre guillemets, a implémenté l'Infinity Cache, qui est un gros cache ultra rapide pour son GPU, qui permet du coup de compenser ce bus mémoire plus petit, et ça leur permet de viser certaines résolutions avec certaines cartes par rapport à la taille du bus mémoire. Les 6800 et supérieurs, on avait du coup Navi 21 avec un bus mémoire 256 bits avec 128 mégas d'Infinity Cache, il me semble, taillé pour la 4K et le 1440p haute performance. Et à ce petit jeu-là, les deux cartes se débrouillaient plutôt pas mal. Et en 4K, c'était certes moins bon que la concurrence avec leur RAM et bus mémoire plus gros et plus cher, mais elles se défendaient plutôt pas mal dans l'ensemble quand même. Pour les 6700 XT, c'était pareil. On avait un bus mémoire 192 bits avec 92 mégas d'Infinity Cache, il me semble, dans ces eaux-là, dans les 90. Et la carte était clairement taillée pour le 1440p. D'ailleurs, c'était même écrit sur la boîte de la carte elle-même. Ultimate 1440p Gaming. Et effectivement, la carte se débrouille vraiment bien en 1440p, en 1080p aussi. En 4K, elle se défendait encore pas trop mal, je trouve. Mais bon, il y avait un petit déficit.
Et donc là, avec la 6600 XT, on attend un bus 128 bits avec 32 mégas d'Infinity Cache uniquement. Donc là où sur les deux modèles un peu plus haut de gamme, les cartes se démerdaient pas trop mal dans toutes les résolutions, autant je trouve que là, la 6600 XT, au-dessus du 1080p, ça va prendre cher à mon avis, mais ce sera intéressant de voir au moment de la sortie au niveau des performances. Après, encore une fois, ce qui va être intéressant, c'est le tarif. Quand on verra débarquer les 6600 XT, les 3050 et compagnie, c'est que la situation au niveau approvisionnement GPU devrait être meilleure qu'elle ne l'est depuis quelques temps. Pourquoi ? Parce que là, actuellement, les deux marques n'ont aucun intérêt à sortir des GPU moins chers quand le haut de gamme se vend à des prix délirants et part en quelques secondes. Il n'y a pas intérêt à sortir des cartes moins chères sur lesquelles il marge moins. Ça n'a juste aucun sens au niveau bénéfice. Et on continue avec une news intéressante de 3dcenter.org sur Twitter qui nous montre un petit peu les résultats, les chiffres de vente des partenaires d'NVIDIA et d'AMD. Donc c'est tout ce qui est EVGA, Sapphire, MSI, Gigabyte, Asus. Enfin, tous nos amis qui ne sont pas des amis. Qui nous montre en gros, grosso modo, et j'arrête pas de le dire depuis un moment, on est certes en période de pénurie, mais ça n'empêche pas qu'il y a plus de 25% de ventes en plus par rapport à l'année dernière au niveau du nombre de GPU vendus. Donc ça, c'est une première information importante qu'il faut garder à l'esprit. On est certes en période de pénurie, mais il y a beaucoup plus de cartes graphiques qui sont sur le marché que ce qu'on avait l'année dernière, par exemple. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que le revenu de ces boîtes-là a également augmenté de 370% par rapport à l'année dernière. Et donc quand on regarde le graphique, on voit clairement que fin d'année 2020, ça avait déjà commencé à augmenter assez sévèrement. Et là on voit que dernier trimestre 2020, c'était la folie. Et premier trimestre 2021, c'était encore pire. Donc, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que grosso modo, les partenaires nous la mettent violemment depuis quelques temps. Ils en profitent, ils se gavent ouvertement. Et c'est même eux qui profitent plus de la situation qu'AMD ou Nvidia, par exemple, puisque eux, ils continuent de vendre leur matériel à peu près au même prix. Et c'est pas innocent, du coup, que l'on ait vu débarquer justement les fameuses 3070 et 3080 Ti, qui permettent à Nvidia du coup de marger plus que précédemment. Ça permet du coup de prendre une petite part du gâteau par rapport à leurs partenaires. Alors après, je vous avoue que la situation est un peu délirante. Si on fait un parallèle avec les consoles, il y a une pénurie, il y a une forte demande également, même largement supérieure à la demande qu'on a au niveau des GPU. Il y a du scalping aussi. Alors il n'y a pas le minage de crypto-monnaie, ça c'est vrai. Par contre, le prix en boutique reste le même tout le temps. On n'a pas Auchan ou Carrefour ou n'importe quelle boutique qui se dit tiens, il y a pénurie, du coup je vais vendre la PS5 à 700 balles ou à 800 balles. Non, ça n'existe pas. Pourquoi ? Parce que si une boutique venait à faire ça, t'aurais Sony ou Microsoft qui arriveraient derrière et qui diraient bon, vous êtes sympa, mais le prix c'est pas celui-là. Du coup, vous avez joué au con, on vous livre plus de matos, on va privilégier d'autres distributeurs. Pourquoi Nvidia ni AMD ne font la même chose au niveau de l'allocation de leurs puces graphiques ? Pourquoi est-ce qu'ils ne mettent pas un coup de pression à leurs partenaires ? Je sais pas. Ils seraient tout à fait en capacité de le faire. Si on avait, par exemple, je sais pas, MSI qui marge ou Gigabyte, Nvidia ou AMD vont les voir et dire écoutez les mecs, vous vendez les cartes beaucoup trop chères par rapport au prix normal. Du coup, on va privilégier d'autres partenaires et vous aurez plus rien. Et là, je pense que les prix en boutique descendraient assez rapidement. Alors ça enlèverait pas le problème des scalpers ou des mineurs, mais ça ferait quand même baisser le prix au global, je pense. Ça scalperait beaucoup moins haut. Donc bon, je comprends pas. Il devrait y avoir quelque chose qui pourrait être fait, mais personne ne fait rien et tout le monde se satisfait de la situation, apparemment. Bref. Sinon, on reste un petit peu dans la même idée. J'ai trouvé un site intéressant qui donne une estimation de la file d'attente de chez EVGA, si vous n'êtes pas au courant. Sur EVGA Europe ou US, vous pouvez vous inscrire, vous mettre dans une file d'attente pour réserver, entre guillemets, un GPU RTX.
Au moment où celui-ci est disponible, EVGA vous envoie un mail où on vous dit vous avez 8 heures pour acheter le produit qui est maintenant disponible pour vous. Si vous le faites pas, ben ça passera à la personne suivante dans la file. Ok, ça c'est la théorie. Alors apparemment aux États-Unis ça fonctionne pas si mal que ça dans l'ensemble. Il y a des cartes qui sont distribuées assez régulièrement. Par contre pour l'Europe, alors vous voyez ici, hein, j'ai réservé entre guillemets plusieurs modèles de cartes pour voir si ça fonctionnait. Et par exemple la 3060, personnellement j'aimerais bien en avoir une pour faire des tests plus ou moins rapidement. On voit, par exemple, si je prends l'exemple ici, je suis 39e dans la file d'attente, j'avais déposé mon inscription le jour de la sortie ou dans ces eaux-là, il me semble. Ça fait 47 jours que je suis dans la file d'attente. Et l'estimation de la réception du mail, c'est en 2023, fin 2023 du coup. Donc il me reste 858 jours à attendre pour avoir ma 3060. C'est juste délirant. Ce qui me fait rire, hein, c'est que, apparemment, en Europe, on se fait juste enculer. Hein. Je pense qu'il y a juste pas de stock qui est mis à dispo par EVGA en Europe, ou alors les chiffres du site ne sont pas très bons pour l'Europe, je sais pas. D'ailleurs, dites-le dans les commentaires, hein, si vous avez utilisé le système de file d'attente d'EVGA en Europe pour réserver une RTX, est-ce que vous avez réussi à en acheter une ou pas? Aux États-Unis, ça a l'air de fonctionner. Je vois régulièrement des gens qui disent utilisez le truc d'EVGA, ça prend du temps, mais vous finirez par recevoir un mail. Moi, je l'ai eu il y a une semaine ou deux, machin. Pour l'Europe, ça a l'air quand même beaucoup plus compliqué, donc j'ai quand même l'impression qu'EVGA ne livre quasiment que dalle pour l'Europe au niveau des RTX. Sinon, autre mauvaise nouvelle, hein, puisqu'on va continuer dans le tunnel des news à la con, TrendForce nous indique que le prix de la RAM pour les GPU du coup, et pour les consoles aussi d'ailleurs, devrait augmenter de 8 à 13% au trimestre prochain. Ok, alors je ne pense pas que ça aura un impact majeur sur le prix des GPU. Déjà de base, la RAM, c'est pas ce qui coûte le plus cher dans un GPU, hein, ça fait partie du prix total, mais c'est pas ça qui impacte le plus le coût pour l'acheteur final. Pour le prix des consoles, comme je viens de l'aborder juste avant, ça changera pas le prix des consoles, hein, le prix restera le même. Pour les cartes graphiques, je suis pas persuadé que ça a un impact conséquent. Ça pourrait donner une excuse de plus à nos chers copains d'Asus et MSI qui sont les premiers à se jeter sur ce type de news pour annoncer une hausse des tarifs. Pour eux, oui, peut-être que ce sera le cas. Mais bon, au global, en vrai, ça devrait pas avoir un impact monstrueux. De toute façon, les prix sont déjà débiles. Autre news, hein, par contre, assez malheureuse encore une fois au niveau du timing principalement, c'est qu'NVIDIA a annoncé la fin du support officiel des drivers des générations Kepler, donc c'était les générations 600 et 700 de ces GPU, hein, donc certains d'entre eux ont pratiquement 10 ans mais pas encore, je pense que la série 700 est pas si vieille que ça, hein. Et du coup, il y aura plus de mise à jour de driver Game Ready à partir du 31 août, ce qui est quand même assez moche en période de pénurie de cartes graphiques, à l'heure où peut-être certaines personnes se replient sur ce type de GPU pour patienter, pour pouvoir acheter autre chose, d'abandonner le support officiel, c'est quand même pas terrible au niveau de l'image de marque, je trouve. Mauvais, enfin carton rouge encore une fois, hein, pour Nvidia à ce niveau-là. Décidément, en ce moment, ils les collectionnent. Je trouve ça quand même... Enfin, c'est malvenu, c'est très malvenu. Alors ça veut pas dire que les jeux ne fonctionneront plus, ça ne veut pas dire que les cartes deviennent inutilisables, mais ça veut dire qu'il n'y a plus de mise à jour ou d'optimisation qui sont faites pour ces anciens GPU. Alors, de toute façon, il devait déjà pu en avoir beaucoup. Par contre, ce qui est plus problématique, c'est qu'en cas de gros bugs majeurs avec ces cartes-là dans certains titres qui ne sont pas encore sortis, du coup, il n'y aura pas de mise à jour de driver à ce niveau-là. Et ça, c'est plutôt moche. Alors, par contre, pour les 750 Ti et 750 tout court, ces deux cartes-là ne sont pas concernées parce qu'elles étaient basées sur l'architecture suivante, l'architecture Maxwell qui équipait les cartes de série 900. Donc bon, c'est moche encore une fois, c'est très très moche, dommage. En continuant sur les cartons rouges chez Nvidia, on va aborder la sortie des 3070 Ti et 3080 Ti. Qui sont sortis toutes les deux à une semaine d'intervalle. Alors au niveau des stocks, il n'y avait pas grand chose, sans surprise.
Par contre, ce qui était encore plus surprenant, c'est qu'il n'y avait pas de Founder Edition de disponible le jour de la sortie pour les 3070 Ti. Pourquoi? On ne sait pas, c'est la première fois que ça arrive, donc surprenant. Mais bon, on va se consoler en se disant que de toute façon, les 3070 Ti ne servent pas à grand chose. Puisqu'au niveau des performances, alors personnellement, c'était la carte qui me questionnait le plus par rapport à la 3080 Ti, entre les deux cartes, hein, puisque c'était celle qui était la plus différente avec le modèle normal. Il y avait quelques unités CUDA-Core d'activer en plus, et il y avait un changement de technologie de mémoire entre la 3070 et la 3070 Ti. On passait de la GDDR6X au lieu de la GDDR6 normale. Et tout ce qu'on peut dire, c'est qu'au niveau des performances, on a ces 7% de gain de perf par rapport à la 3070 de base. Alors 6% de perf, hein, on est à la limite de la marge d'erreur dans les performances en jeu quand on fait des tests. Donc autant dire que ça ne sert strictement à rien du tout. Cette carte est inutile. Inutile, et en plus, elle est 100 balles plus chère. Donc en gros, on a 7% de perf en plus pour 20% de prix en plus. Et on n'a même pas de RAM en plus non plus. C'est un cash grab, hein, tout en sachant en plus que la carte consomme 75 watts de plus que la 3070. Enfin, pour moi, cette carte n'a aucun intérêt. À 600 balles, on a la 6800 de chez AMD qui est moins chère que ça, et on a la 6800 XT qui coûte à peine 50 balles de plus. Et comme on le voit ici, hein, elle est à peu près 20% de perf supérieure. Et pour 100 balles de plus, on a aussi la 3080 qui est largement supérieure, là aussi, encore une fois, d'à peu près 20%, et qui a de la RAM en plus. La 3070 Ti, la pire des cartes qui ait été mise sur le marché dernièrement. La 3080 Ti se défend pas mal aussi. Alors après, c'est pas vraiment les cartes elles-mêmes, hein, c'est plutôt le placement tarifaire qui pose question. Si c'était une remplaçante de la 3070 parce qu'il y avait plus de tels composants dont ils avaient besoin, machin, et qu'elle était vendue au même prix, voire 30-50 balles plus cher, bon, ok, pourquoi pas. Elle avait des performances légèrement supérieures, mais pas 100 balles plus cher, ça n'a aucun sens. La 3080 Ti, bon alors ça, j'en parle depuis longtemps, c'était rigolo de voir certains commentaires d'ailleurs qui disaient « Bah attends de voir les performances des cartes avant de cracher dessus ». Non, on n'avait pas besoin d'attendre, hein, on savait déjà que les performances seraient ce qu'elles sont. C'était 10% de perf, et c'est bien ce qu'on a eu avec la 3080 Ti, à peine 10% de perf. Autant dire, imperceptible en jeu également. C'est une 3090 avec 12 Go de RAM, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on a eu, aucune surprise. Le problème, c'est à qui se destine cette carte-là, la 3080 Ti. Pour ceux qui ont besoin de RAM en plus, de Go, c'est cool, mais ça change pas grand-chose. Ceux qui ont besoin de beaucoup de VRAM, pour les 3 du fond qui font beaucoup de VR en haute résolution, ok, ils ont besoin de beaucoup de RAM. Du coup, la 3090, elle a plus de sens. 3080 Ti avec 12 Go, ça change que dalle par rapport à une 3080. Pour ceux qui bossent et qui ont besoin d'une carte avec beaucoup de VRAM, c'est pareil, la 3080 Ti ne sert à rien par rapport à la 3080. Du coup, pour les joueurs, les 2 Go de RAM de plus et les 10% de perf en plus, alors autant à 1000 balles, qui était le prix qui était prévu à la base, hein, enfin, on a su qu'NVIDIA a changé le prix à la dernière minute et ont rajouté 200 balles, parce que pourquoi pas, après tout, hein, si on peut leur mettre encore plus profond, allons-y, gaiement. Pour un joueur, la 3080 Ti par rapport à la 3080, c'est un très mauvais deal. Alors après, au niveau des reviews, au niveau du comportement de certaines personnes dans les commentaires et que j'ai vu à droite à gauche, il y a 2 équipes, hein. Il y a ceux qui crachent sur Nvidia et la pratique commerciale qui est faite ici, qui est tout simplement de marger plus pour eux. Et je dirais oui. Et il y a ceux en face qui essayent de défendre le plus possible Nvidia dans cette situation. Enfin, je comprends pas. On vous prend juste pour des jambons ici. Enfin, il n'y a rien à justifier, c'est juste Nvidia qui marge le plus. C'est indéfendable surtout quand ils ont une communication en parallèle. On est les gentils amis des joueurs. On voit que les actions parlent plus que la com, hein.
S'ils étaient vraiment les amis des joueurs, ils feraient plus de 3080 et de 3070, et ils n'auraient pas perdu leur temps à lancer 2 nouveaux modèles qui n'apportent rien, et qui sont plus chers. Alors il y a les vendus hein, qui ont fait des tests, alors j'ai vu des tests anglais ou français, hein. J'ai vu des tests qui n'avaient même pas de chiffres. Alors à quoi bon faire un test quand on ne fait pas de chiffres? Ça m'échappe. Mais il doit y avoir une justification, et qui défendait la pratique d'NVIDIA en disant qu'en gros, la 3080 Ti c'est formidable, sans donner vraiment de raison. Alors, les arguments principaux, sans surprise, la 2080 Ti coûtait le même prix. Sauf que c'est pas vrai. La 2080 Ti, le prix officiel c'était 1000 balles et plus. Le prix de la Founder Edition c'était effectivement 1200 balles, mais faut se rappeler que les Founders Edition, par le passé, étaient plus chers que le prix officiel. Ce qui n'est plus le cas actuellement, puisqu'on est dans une situation exceptionnelle effectivement, mais normalement les cartes sur le marché coûtent, enfin les cartes les moins chères coûtent moins cher que les Founders Edition. Donc la 2080 Ti était moins chère, et elle avait un gain de performance largement supérieur que ce qu'on a ici entre la 3080 et la 3080 Ti. Bon, ça je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, et la 3070 Ti, elle, ne sert outrement à rien. Carte inutile au possible. Donc bon, on a aussi ceux qui disent « Ouais, mais Nvidia, c'est une société, ils sont là pour faire du pognon, machin. » Oui, mais il y a quand même des boîtes qui se foutent un peu moins de la gueule du monde. C'est pas parce qu'ils sont là pour se faire du pognon qu'on doit se pencher en avant et se la faire mettre profond pour le plaisir. Juste parce que c'est normal. Quand on accepte la situation et qu'on défend la marque plutôt que le consommateur, pourquoi? À ce moment-là, vous êtes plus testeur indépendant. Vous êtes juste quelqu'un qui fait de la pub pour une marque. Et ça, ok. Mais à ce moment-là, il faut le préciser d'entrée, quoi. Enfin, j'ai vu des tests qui ne comparaient même pas la 3080 Ti à la 6900 XT. Pourquoi? Enfin, je veux dire, ce sont deux cartes concurrentes, c'est les deux plus proches au niveau tarif. Pourquoi ne pas les comparer? J'ai même vu des reviews où on ne parlait même pas de la 3080. Quand on parlait de la 3080 Ti, on la comparait juste à la 3090 pour essayer de faire en sorte de la faire passer pour un bon deal. Sauf que non, enfin, c'est même pas un bon deal par rapport à la 3090. À choisir entre les deux, je préfère encore la 3090 qui était déjà un très très mauvais deal. La 6900 XT, c'est pareil. C'est déjà un très très mauvais deal de base. Enfin, je veux dire, regardez, entre la 6800 XT et la 6900 XT, il y a 8% de perf pour 400 balles de plus à peu près. C'est dégueulasse. Entre la 3080 et la 3080 Ti, c'est pareil. On a 500 balles de plus pour même pas 10% de perf en plus. C'est immonde. Enfin, arrêtez de défendre les marques qui font clairement des moves comme ici, qui sont clairement anti-consommateurs. Enfin, bref, j'en ai marre de parler de ces deux cartes, elles le méritent pas. Si encore elles avaient eu un prix correct, mais bon, c'est pas le cas du tout. Donc elles n'aident personne à part Nvidia. Point. Ah oui, par contre, j'ai pas parlé du tarif au lancement. Alors, il y a bien eu des 3080 Ti et des 3070 Ti au prix constructeur, principalement chez Rue du Commerce. C'était de la réservation, apparemment, donc je sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont réussi à l'acheter ou à la réserver à ce prix-là. Faites un signe. Ce sera intéressant de voir combien de temps ça met avant d'arriver, si ça arrive un jour. Mais ça faisait plaisir quand même de voir quelques modèles de cartes au prix constructeur le jour de la sortie. Bon alors évidemment ça n'a pas duré, hein. Il y a aussi eu beaucoup d'autres cartes, enfin beaucoup, quelques autres cartes à des prix débiles, évidemment, hein, que ce soit pour les deux modèles. Hein. Par contre, au global, ce que je trouve intéressant, c'est qu'on voit ici, par exemple, chez Cdiscount, les 2070 à prix débile, comme ici à 750 balles, ça part plus, ça part beaucoup moins vite. La 3090 à 2700 balles, ça part moins vite qu'avant aussi. La 6700 XT à 929 balles, ça part moins vite qu'avant également, je trouve. Et ils avaient fait aussi des packs avec par exemple la 6800 ou la 6800 XT de chez Gigabyte avec un SSD NVMe Gen 4 à 1200 balles dans ces eaux-là.
C'est pas parti rapidement non plus, hein, donc alors c'est pas la folie, hein, au niveau des tarifs, mais je pense qu'on a quand même atteint un certain pivot. Les prix délirants, ça fait réfléchir à 2 fois et ça part beaucoup moins vite. Ce qui veut dire, j'espère qu'on va quand même amorcer, la descente tranquillement, hein, mais il faut pas s'attendre à ce que les prix soient cassés du jour au lendemain, hein, ça va prendre du temps. Parce que, tous ceux qui ont, au niveau des distributeurs, acheté à Gigabyte, à d'autres marques, à des prix débiles, ah ben, faut qu'ils les écoulent à prix débile. Donc si ça part pas, ça va juste baisser petit à petit. La baisse, quand baisse il y aura, faudra pas être pressé, quoi. Ça va diminuer progressivement. Mais là, je pense qu'on a quand même atteint un certain palier et on voit clairement que les prix délirants, ben, ça se fait plus dévaliser comme c'était le cas auparavant. Donc bon, il faut garder espoir. Le rendement des crypto-monnaies est beaucoup moins bon qu'il ne l'a été il y a quelques semaines, mois. Je pense que les mineurs ça commence à se calmer un petit peu pour certains. Et je pense qu'il y en a même qui regrettent pas mal leurs achats à des prix délirants. Parce qu'il bon, il y en a qui achètent à des prix débiles, mais il faut se rappeler derrière qu'il faut le temps de le rentabiliser quand même. D'autant plus qu'on sait que mi-juillet environ, normalement, avec l'EIP 1559, la rentabilité devrait encore baisser plus qu'elle l'a déjà baissé actuellement. Donc je pense quand même que pour cet été, on devrait quand même avoir une baisse progressive des prix. Un peu plus joyeux, on va aborder le FSR d'AMD, qui doit débarquer maintenant dans à peu près 10 jours. On a eu quelques petites infos supplémentaires, donc principalement de la part de chez Xbox, qui annonce le support officiel du FSR sur leur petite boîte Series X et S. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose hein, pour l'adoption massive de la chose. Et on a aussi eu en face Intel, hein, qui a annoncé par la voix de Raja Koduri sur Twitter, qui est un petit peu le boss de la branche GPU chez Intel actuellement et qui travaillait chez AMD auparavant, qui a annoncé en gros que, ben oui, Intel supporterait la technologie sur leur GPU, tout en précisant également qu'ils avaient leur propre techno, donc le XeSS, basé sur le machine learning, ce que ne fait pas le FSR, qui devrait débarquer aussi pour améliorer la qualité d'image de façon similaire au DLSS. Et c'est d'ailleurs là que c'est intéressant, ben, c'est que le FSR, c'est différent du DLSS, ça ne fonctionne pas de la même manière, et c'est pas vocation à le faire non plus. Le gros intérêt du FSR, c'est que ça fonctionne à peu près sur tous les GPU du marché. Possiblement. Alors après, j'ai aussi vu beaucoup de monde qui se plaignait du fait qu'AMD a indiqué qu'il ne optimiserait pas le FSR pour les GPU Nvidia. Ben oui, c'est logique. Ils vont pas optimiser une technologie pour le concurrent. La technologie est ouverte, elle est à disposition. Nvidia est libre de l'utiliser ou pas. Est-ce qu'il y a des optimisations à faire dans les drivers ou pas? J'en sais rien. Mais je dirais que la balle est dans le camp d'Nvidia à ce niveau-là. C'était d'ailleurs très malin de la part d'AMD de montrer que ça fonctionnait sur une 1060. Ça pousse un peu Nvidia à se sortir les doigts du cul pour apporter le support de la techno dans leurs drivers et pour leurs anciennes cartes. Puisque le grand intérêt de ce type de technologie pour moi, ben, c'est que par exemple, pour les cartes haut de gamme, c'est pour avoir le ray tracing qui fonctionne de manière correcte sur les GPU, enfin que ce soit jouable. Hein. Si on prend l'exemple Cyberpunk, même sur une 3080, en haute résolution, quand on active quand on active le ray tracing sans DLSS, c'est injouable. Sur la 6800 XT, c'est pareil. Si on active le ray tracing et qu'on n'a pas le FSR, pas vraiment jouable non plus. Donc le FSR comme le DLSS, pour moi, c'est particulièrement utile dans ces cas-là. C'est aussi très utile quand on a un GPU un petit peu plus ancien. Si on prend l'exemple d'une RX 580 ou 480, car oui, ils ont annoncé que ça fonctionnerait sur la série 400 aussi, évidemment, bah, quand on a un vieux GPU comme ça, et qu'on a un écran en 1440p par exemple, ça devient hyper compliqué. Bah, le FSR, ça permet par exemple d'avoir un resolution scaling de meilleure qualité qu'un resolution scaling normal. Le resolution scaling, hein, par exemple, c'est quand vous avez pas mal de jeux actuellement dans les options graphiques, vous pouvez diminuer la résolution d'affichage avec un slider, généralement c'est en pourcentage. Par exemple, si vous jouez en 4K, vous pouvez choisir de baisser la résolution interne du jeu de 15-20%, ce qui en 4K
ne change pas grand-chose au niveau de la qualité d'image perçue, mais ça augmente les performances significativement. C'est ce qui est souvent fait sur console avec des résolutions adaptives qui varient selon ce qui se passe à l'écran et si la console galère ou pas à afficher ce qui est demandé. Ben, ce type de techno-là, c'est ça que ça permet. Ben, donc la technologie type FSR, pour moi, ça permet ce genre de compromis, ce qui est intéressant. Sur le très haut de gamme, quand on galère à afficher les trucs les plus extrêmes, et sur le bas de gamme pour donner des performances convenables pour qu'un jeu soit jouable sans être hyper dégueulasse à l'écran. Donc bon, on a encore beaucoup de choses à voir à propos de ce super résolution. Je vois beaucoup de trucs qui sont passés sur Twitter, sur Reddit et compagnie, où ils faisaient des comparaisons à base de screenshots de la vidéo YouTube d'AMD. C'est difficilement exploitable, hein. On va attendre d'en voir plus, et ça va être hyper intéressant de voir à quel point la qualité d'image est impactée ou pas, mais dans tous les cas, de toute façon, il y aura baisse de qualité, c'est sûr, à quasi 100%. Donc personnellement, j'attends ça avec impatience, je testerai la chose, on en parlera dans une autre vidéo quand ça sortira, évidemment. Sinon, en parlant de qualité d'image et compagnie, il y a une vidéo hyper intéressante chez Digital Foundry sur l'Unreal Engine 5. Si vous voulez voir un petit peu comment le moteur fonctionnera, les features en plus qu'il va apporter, tout plein de trucs, enfin même un petit peu des performances actuelles sur cette démo-là qui a été proposée aux développeurs, les performances entre la 6800 XT et la 3080, ça permet d'avoir un petit aperçu de ce que va proposer ce moteur de jeu. Donc on voit ici le temporal super résolution, une alternative au FSR d'AMD, qui sera très probablement utilisé sur les consoles par exemple. Il y a plein de choses à voir. Donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, c'est quand même hyper impressionnant de façon générale. Le moteur est quand même vraiment hyper impressionnant. Il y a aussi pas mal de démos qui traînent, vu qu'on est en période 2-3. On commence à voir un petit peu les jeux vraiment next-gen débarquer. Et ça fait plaisir de voir quand même enfin les nouvelles consoles, de voir un petit peu ce qu'elles ont vraiment dans le ventre. Et le type de qualité visuelle qu'on est en droit d'attendre dans les mois et années à venir. Et encore une fois, je pense que ça permet de voir aussi que nos GPU actuels, je l'ai déjà dit par le passé, méfiez-vous quand même quand vous achetez des GPU de cette génération-ci, ils risquent de très mal vieillir, comme tous les GPU qui accompagnent le lancement des consoles. Généralement, ils vieillissent pas super bien. La génération suivante est généralement largement meilleure. Et c'est un petit peu ce qui se dit à droite à gauche au niveau des dernières rumeurs sur RDNA 3 ou sur la prochaine architecture d'NVIDIA. On s'attend quand même à pas loin de 2 fois les performances sur le haut de gamme actuel. Sans compter les performances en ray tracing qui devraient être largement décuplées. Donc vous faites ce que vous voulez de votre pognon, mais sachez que les cartes graphiques les plus chères actuelles risquent de décoter assez violemment avec la génération suivante. Enfin bref, voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce qui s'est passé cette semaine et la semaine dernière. Beaucoup de mises à jour, beaucoup d'éclaircissements sur certains sujets, donc c'était pas inintéressant malgré tout. Comme d'habitude, n'hésitez pas à faire coucou dans les commentaires, n'hésitez pas à venir sur Discord et sur Twitch quand j'ai le temps de streamer, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à faire tous les trucs casse-couilles de YouTube, vous savez quoi. Ça aide concrètement la chaîne. Prochaine vidéo, ce sera très probablement sur des casques wireless, puisque j'en ai 2 sous la main, du coup je vous dirai un petit peu ce que j'en pense. Ça devrait arriver beaucoup plus vite que entre cette vidéo-ci et celle qui précédait. Alors enfin bref, c'est tout pour moi pour aujourd'hui, je vous fais des gros bisous, je vous dis à la prochaine, salut!